bonjour. Bienvenue à notre événement annuel Women at IBM France, 22e édition. Après la conférence de 2020 qui traitait de la place des femmes en temps de crise, eh bien cette année, le sujet de la santé a été largement plébiscité. C'est un fait, les femmes vivent plus longtemps, mais en moins bonne santé que les hommes. Selon une enquête ELAB, 81% des femmes ont tendance à négliger leur santé pour des raisons économiques, sociales et sociologiques. Mais vous le verrez, les hommes ne sont pas épargnés non plus par les problèmes de santé genrés. Cet événement a pour but de lever les tabous sur les sujets dont on n'ose pas toujours parler dans l'entreprise, mais qui ont pourtant un impact sur notre vie professionnelle et notre productivité. Pour cette édition, nous avons eu la chance d'être accompagnés et conseillés par Muriel Salles, historienne et maîtresse de conférences. Aujourd'hui, 25 novembre, j'ai une pensée pour Hélène de Poncé et pour sa sœur Marie-Alice Dibon, pour toutes les femmes victimes de violences, car aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée internationale de l'éradication des violences faites aux femmes. Ce sujet qui est longtemps resté tabou, qui est longtemps resté hors des entreprises et des réseaux professionnels de femmes, commence à être traité comme EDF, qui est précurseur dans le domaine. Lors du Women Global Summit à Lisbonne, fin octobre dernier, une table ronde a réuni L'Oréal et Engie, qui sont très engagés sur ce sujet des violences, et j'ai vu à cette occasion un changement de mentalité, un changement de pensée s'opérer. Des femmes très engagées pour l'égalité professionnelle dans l'entreprise commencent à véritablement se préoccuper de ce sujet, commencent véritablement à s'engager contre les violences. Ces violences qui sont source, d'ailleurs, de nombreuses maladies chroniques et de mal-être chez les femmes. Chez IBM, depuis 2 ans, nous avons constitué un groupe de volontaires qui œuvrent sur ce sujet. Si vous souhaitez vous mobiliser à leur côté, si vous voulez trouver de l'information, de l'aide, tout est dans notre publisher. Concernant l'actualité du réseau, depuis l'an dernier, nous avons continué nos actions, continué de faire monter à bord de nouvelles personnes. Nous sommes près de 500 dans le réseau. Pour nous rejoindre, c'est très simple, il vous suffit de vous faire connaître auprès de moi ou bien des correspondantes du Women Council qui sont toutes indiquées dans notre publisher. Dans les nouveautés, un groupe s'est constitué pour lancer des petits déjeuners nouvelle génération, nouvelle formule, avec soit toujours un exécutif d'IBM, soit une personnalité extérieure. Nous avons eu l'occasion de recevoir par exemple Gérald Karsanti pour le 8 mars, le président de SAP France. Et la semaine prochaine, Virginie Tournet, auteure de IA, les enjeux politiques de l'amélioration des capacités humaines, sera notre prochaine invitée. Alors, inscrivez-vous, n'hésitez pas. Concernant le mentoring et le coaching, notre chantier a aussi continué sous la houlette de Nathalie Mettet, mais un autre est apparu autour du sexisme intitulé Measure Your Ceiling, l'idée par Linda Ménache et Nathalie Mettet, dont on vous en dira plus prochainement. Le mois de mars a été l'occasion de nombreux événements. Nous sommes retrouvés autour d'une quinzaine de temps forts, événements, workshops, présentations, qui ont rassemblé plus de 500 participants pendant tout le mois. Nous avons également en mars signé la charte Familia du Cercle Interrel à l'occasion du 20e anniversaire du Cercle. Je suis toujours aussi impressionnée par le dynamisme de toutes les organisations féministes, plus actives que jamais. Je pense bien sûr au Cercle Interrel, à l'AM, l'Association pour la mixité en entreprise, à Elle à l'Unisson à Marseille, à Pluriel d'Azur à Nice, à Tougap, à Femmes Ingénieures, par exemple, qui œuvrent pour l'égalité et font du lobbying pour que des lois majeures soient votées. Il ne nous a sans doute pas échappé que la loi Marie-Pierre Rixain avait été votée à l'Assemblée, puis au Sénat, que cette loi obligera les entreprises à féminiser leurs COMEX et leurs instances dirigeantes dans une proportion de 30% d'ici 2027 et de 40% d'ici 2030. Cette loi devrait être promulguée en janvier 2022. Ceci sera une avancée majeure pour la plupart des entreprises qui n'ont pas, comme nous, IBM France, la chance d'avoir un COMEX égalitaire et un index égalité de 95, ce dont nous pouvons être fiers. L'événement de ce matin va se passer en 5 temps forts.
Première partie, introduction avec un état des lieux des déterminants sociaux de la santé. Puis notre grand témoin, Muriel Salles, nous exposera les raisons pour lesquelles les femmes se négligent et les héritages qui rendent invisibles les problématiques de santé féminine. En deuxième partie, nous aurons une présentation sur une quinzaine d'exemples concrets de maladies ou de problématiques de santé genrées, puis le témoignage très touchant de Juditha Moret, qui ose parler ouvertement de son cancer du sein et ainsi nous aide à lever les tabous. Dans une troisième partie, nous interpellerons IBM dans tout ça, une interview du docteur Sénécal, responsable du service médico-social d'IBM France, puis elle sera suivie d'une interview de Thierry Clos et de Valérie Bihibo, qui sont responsables du programme de prévention du stress d'IBM France, et enfin un jeu de rôle des bénévoles IBM du réseau pour un tour d'horizon de quelques bonnes pratiques. En conclusion, nous aurons l'honneur d'accueillir Béatrice Kosowski, notre présidente d'IBM France, troisième femme à prendre la direction de notre entreprise en France il y a 1 an déjà. Enfin, nous vous avons écouté et comme nous avions senti un peu de frustration l'an dernier, nous avons décidé de consacrer 30 minutes à un échange en direct avec vous à la toute fin de la conférence. Donc pour cet échange seront présents le docteur Muriel Salles, le docteur Sénécal, Juliette Macré et Hubert Payen, nos exécutifs sponsors, Claudine Quéret, notre nouvelle responsable diversité et inclusion, et moi-même. Alors, à vos questions. Une dernière chose avant de démarrer, je souhaite remercier les bénévoles qui cette année encore ont rendu cet événement possible. Tout a été réalisé sous la houlette de 2 femmes ultra professionnelles, Nathalie Mété et Sheila O'Hara. Merci du fond du cœur à vous deux pour votre engagement sur cet événement auprès de moi. Elles ont été entourées de plusieurs femmes formidables qui ont pris le lead des différents sujets traités aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement Sonia Abécassis-Leland, Muriel Garde, Claire Heron-Schmidt-Parenteau, Aurore Marie Achour et Linda Ménache. Merci à vous toutes. Je sais aussi que vous êtes impliquées sur de nombreux autres sujets. Enfin, je remercie Corinne Bach et Claire Varlet pour le travail de montage de précision qu'elles ont effectué. Merci à vous deux. Et bien sûr, je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré de près ou de loin, partout en France, à l'organisation de cet événement. Enfin, je profite de cette occasion pour vous annoncer que Justine Mills succède à Cécile Lecor en tant que vice-présidente de Women at IBM France. Je remercie Cécile pour tout ce qu'elle nous a apporté. Je lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle vie professionnelle chez Kyndryl. J'accueille avec bonheur Justine, qui œuvre dans le domaine de l'égalité professionnelle depuis fort longtemps déjà. Merci Cécile et bienvenue Justine. Cela a été un plaisir immense de concocter l'édition 2021 sous le signe de la sororité, comme toujours. Je laisse maintenant place à la première partie sur l'état des lieux de la santé des femmes et des hommes et je déclare ouverte notre conférence 2021. D'abord, pour définir la santé, reprenons la définition de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qu'elle a donnée en 1948. Suivant l'OMS, donc, la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, vous voyez à travers cette définition que la santé a une signification beaucoup plus large que juste un simple état physique ou génétique, et que cet état peut être influencé par différents éléments extérieurs. C'est ce que l'OMS a appelé les SDOH, Social Determinants of Health, c'est-à-dire tous les facteurs non médicaux qui ont un impact sur la santé. Ce sont les conditions dans lesquelles les gens vivent, travaillent tout au long de leur vie, et plus largement tous les facteurs qui influencent leur vie au quotidien. Ces facteurs incluent notamment les politiques économiques de développement. Alors, plus précisément, la proportion de ces différents facteurs. Eh bien, votre santé physique proprement dit, c'est 20%. Votre comportement, par exemple des comportements à risque, si vous buvez trop d'alcool ou si vous fumez trop de tabac, c'est 30%. L'environnement, c'est-à-dire là où vous vivez, eh bien c'est 10%. Et les facteurs, donc conditions économiques, les SDOH, définis par l'OMS, eh bien c'est 40%. 40%.
Et d'ailleurs, des études ont démontré que ces fameux facteurs socio-économiques ont un impact beaucoup plus négatif sur les femmes que sur les hommes. Donc, on pourrait se demander légitimement si le sexe est un facteur de santé. Alice ? Eh bien oui, Sonia, tout à fait. Globalement, dans le monde, les femmes ont moins accès à l'éducation. Par conséquent, elles ont moins accès au marché du travail. Et l'écart salarial réduit l'accès aux soins et donc à la qualité de ces soins. Nous avons analysé une étude d'AXA Prévention avec le groupe ELABL qui donne des chiffres assez inquiétants, je dirais, sur l'état de santé des femmes. En effet, attention, 3 femmes sur 4 négligent leur santé. Concrètement, ça se traduit de la manière suivante, 70% des femmes reconnaissent aller chez le médecin, non pas en prévention, mais uniquement lorsqu'elles sont malades. La plupart des femmes font passer la santé de leurs proches avant la leur. Elles mettent en avant la nécessité de s'occuper de leurs proches et font passer finalement pour 57% d'entre elles la santé de leurs enfants donc avant la leur, mais elles se sentent responsables du suivi médical de leurs enfants contre 3% pour les hommes. La conséquence, c'est que lorsqu'elles sont malades, 85% des femmes disent piocher dans l'armoire à pharmacie ou pratiquer l'automédication, contre 75% pour les hommes. Selon ce sondage, il est clair qu'on peut indiquer que moins de 4 femmes sur 10 déclarent effectuer des bilans de santé. C'est un fait dramatique. Et nous observons le paradoxe suivant. En France, pour revenir en France, les femmes vivent en moyenne 8 ans de plus que les hommes, mais finalement en moins bonne santé. Une étude du centre de santé de McGill, l'université anglophone à Montréal, qui a révélé que les femmes qui arrivent aux urgences pour des suspicions d'infarctus sont prises en charge moins vite que les hommes. Et pourquoi ça ? Parce que les maladies cardiovasculaires sont perçues comme masculines. Et donc les femmes sont sous-représentées dans les essais cliniques et la recherche biomédicale. En parlant de recherche médicale d'ailleurs, les tests ne sont pas réalisés à part égale chez les femmes et chez les hommes. Et pourquoi ça ? Parce que les paramètres physiologiques des hommes représentent la norme à partir de laquelle la santé de tout le monde est évaluée, les hommes comme les femmes. D'ailleurs, dans les années 90, au moment de la pandémie du sida, les femmes n'étaient pas incluses suffisamment dans les essais de trithérapie jusqu'à la phase 3. C'est d'où l'impact que vous pouvez deviner sur la prise de trithérapie pour les femmes enceintes, par exemple. Un autre exemple encore aux États-Unis, une étude financée par le gouvernement fédéral sur la corrélation entre l'obésité et les cancers du sein fut réalisée par des hommes pour des hommes. Cancer du sein. C'est à la suite de ces dysfonctionnements que le gouvernement fédéral a institué une directive qui s'appelait le NIH Revitalization Act en 1993. C'était une directive qui commandait d'inclure des femmes et des personnes issues des minorités dans les essais cliniques et la recherche biomédicale. Et là, je vous donne des exemples de recherche biomédicale, mais ça commence dès la faculté de médecine. Un dernier exemple, plus près de nous, en France, l'anatomie féminine, en particulier le clitoris, n'a été étudiée que dans les années 70, alors que les organes génitaux des hommes sont étudiés depuis les débuts de la médecine. Donc encore une fois, dans le champ médical, le corps des femmes est ignoré. Après ces exemples issus du milieu médical, revenons au milieu professionnel. Étant donné que le milieu professionnel est un des facteurs déterminants de la santé, on peut affirmer qu'un employeur a une responsabilité quant à la santé de ses employés, hommes comme femmes. Une entreprise dans le milieu technologique comme IBM peut avoir en effet un impact sur la santé direct et indirect. D'une part, à travers les services de santé assurés par l'entreprise et les directives du management, et d'autre part, en tant que producteur d'intelligence artificielle. IBM doit s'assurer que les données utilisées pour l'entraînement des algorithmes, spécifiquement dans le milieu de la santé, ne soient pas biaisées. IBM France est d'ailleurs engagé en ce sens avec la signature du charte Femmes et IA du Cercle Interrel. Cette charte fait la promotion et donne des outils
pour assurer une IA non sexiste et responsable. En conclusion, le sujet de la santé des femmes est légitime au sein de notre réseau et au sein d'IBM. Merci à Shilé O'Hara, Alice Guéry, Jean-Christophe Maître et Sonia Abécassis-Leland pour cette introduction. Maintenant, nous avons le plaisir de recevoir une experte du sujet qui va nous aider à analyser cette problématique et je serai accompagnée de Sonia Abécassis-Leland pour l'interview. Bonjour Sonia, bonjour Muriel Salles. Bonjour. Alors, permettez-moi d'abord de vous présenter Muriel Salles. Agrégée et docteur en histoire, vous êtes actuellement maîtresse de conférences à l'université Claude Bernard à Lyon. Dès votre master, vous vous intéressez à l'histoire de la médecine, en particulier à la Belle Époque, fin 19e, début 20e, et ce à travers le prisme masculin versus féminin. Vous mettez en évidence lors de vos recherches comment les stéréotypes genrés, qui sont observables aujourd'hui, ont été influencés par des conceptions médicales passées de ce qui relèverait du masculin et ce qui relèverait du féminin. Vous nous en parlerez d'ailleurs dans quelques instants. Vous êtes convaincu qu'un savoir est un savoir qui se partage. C'est ainsi que vous intervenez dans la sphère, au-delà de la sphère académique pour former des cadres de la fonction publique, des enseignants, des professionnels de santé à l'égalité homme-femme. Vous êtes une femme agissante et inspirante. En effet, vous êtes co-responsable de la mission égalité de l'IEP de Lyon et vous êtes aussi responsable de la rubrique santé du magazine Femmes ici et ailleurs, dont nous mettrons le lien dans le chat. Pour finir, j'aimerais citer deux de vos ouvrages en lien avec des problématiques qui nous sont chères, qui sont chères à notre réseau. Le premier, à l'école des stéréotypes, comprendre et déconstruire, à l'édition L'Harmattan, qui interroge le rôle de l'institution scolaire dans le maintien des stéréotypes de sexe. Et j'espère que vous pourrez venir nous en reparler une autre fois. Et le second, qui est notre sujet du jour, c'est Femmes et santé, encore une affaire d'hommes, comme ça, édition, donc c'est la collection Égal à égal du laboratoire de l'égalité. Muriel Salles, merci d'être avec nous, nous sommes ravis de vous recevoir et merci de partager vos connaissances avec nous. Avec plaisir, merci pour cette présentation tout à fait exhaustive et merci aussi d'avoir souligné, parce qu'effectivement c'est ce qui est un peu au cœur de ma conception, on va dire, de l'exercice de mon métier, le souci que j'ai, qui est un souci ancien, de diffusion des savoirs en dehors de la sphère académique, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Vu que les femmes vivaient plus longtemps que les hommes, mais j'ai découvert dans nos échanges qu'elles vivaient en moins bonne santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette situation plus précisément? Parce que ça semble vraiment paradoxal. Alors oui, ça c'est en fait, c'est un petit peu la base de la réflexion que j'ai menée sur les questions de santé pour la période contemporaine. Parce que vous l'avez bien dit, en fait, tout le monde sait et tout le monde dit qu'en matière de santé, les femmes sont mieux loties que les hommes. Alors, quand on commence à travailler sur les questions de santé sous le prisme des inégalités entre femmes et hommes, bah, on voit des gens qui ont l'air de se dire, voilà bien un domaine dans lequel il semblerait que bon, l'inégalité soit pour une fois en faveur des femmes. Est-ce qu'il y a vraiment un sujet, quoi? Et effectivement, il y a vraiment un sujet, puisque quand on regarde les chiffres de l'espérance de vie, par exemple, on est à un peu plus de 85 ans aujourd'hui pour les femmes françaises, contre presque 80 ans, on va dire, pour les messieurs. Alors que quand on regarde la situation en termes d'espérance de vie en bonne santé, les hommes peuvent espérer vivre un peu plus de 63 ans et les femmes à peine plus de 64. Donc là, il y a un écart qui est très, très réduit. Pour ce qui est de vivre en bonne santé, hommes et femmes vivent aussi longtemps les uns que les autres. En revanche, les femmes passent beaucoup plus de temps que les hommes dans la période de la vieillesse et dans une vieillesse avec une santé dégradée. Et finalement, on a l'air de feindre un peu la surprise, mais est-ce qu'on est vraiment si surpris que ça? J'en suis pas certaine, parce que j'imagine qu'on est nombreuses et nombreux ici peut-être à avoir eu des grands-parents auxquels on rendait visite dans des maisons dites de retraite, ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément des EHPAD. Les résidents des EHPAD sont majoritairement des femmes, mais majoritairement très massivement. C'est presque 75% des résidents des EHPAD qui sont aujourd'hui des résidentes. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de surprise, mais il y a une découverte qui est que, effectivement, vieillir,
c'est plus long et plus douloureux pour les femmes. D'abord, c'est un processus absolument inéluctable, hein, même si en fait, c'est assez amusant de le souligner. On parle de prévention de la vieillesse, du vieillissement, pardon. On parle de prévention du vieillissement en médecine depuis le milieu du XVIIIe siècle. Donc, on prévient depuis longtemps le vieillissement, mais de toute évidence, sans succès majeur. Ce qu'on ne peut pas enrayer, c'est bien le processus de vieillissement. En revanche, on essaie de travailler à la qualité de vie dans le grand âge. Et pour les femmes, eh bien, je vais avoir l'air d'énoncer une évidence, mais quand même, pour les femmes, la situation dans le grand âge est défavorable parce que en fait, la vieillesse, c'est cette étape de la vie qui survient au terme d'une existence longue. Et c'est un peu le moment, on va dire, où se déploie, où s'expriment toutes les souffrances et toutes les inégalités et toutes les privations auxquelles vous avez pu éventuellement être soumises. Et donc, on n'est pas très surpris, par exemple, de voir qu'on vieillit moins bien quand on est pauvre que quand on est riche. On n'est pas très surpris non plus de voir que parmi les facteurs importants du vieillissement, il y a la question du lien social quand il est défectueux. Et il se trouve que les femmes d'aujourd'hui sont dans une situation contemporaine qui fait que elles sont exposées à des facteurs de vieillissement défavorables qui sont plus nombreux, donc cet âge de la vie leur est moins agréable qu'aux hommes. Donc en fait, ce paradoxe que vous soulignez, il est le résultat du fait que les femmes sont protégées par un certain nombre de conventions sociales. Voilà, la convention qui a longtemps voulu qu'on ne fume pas, la convention qui a longtemps voulu qu'on ne s'alcoolise pas, la convention qui a longtemps voulu qu'on soit douce et qu'on reste dans l'espace domestique et donc qu'évidemment on ne fasse pas de saut en parachute, par exemple. Mais dans le même temps, elles sont aussi exposées à un certain nombre de situations sociales qui leur sont défavorables parce qu'elles sont plus pauvres que les hommes, parce qu'elles sont aussi plus seules que les hommes. Et quand on additionne les deux, ça donne cette situation que je qualifierais de contrastée. Dans notre introduction, nous avons aussi entendu que les tests de recherche médicale n'incluaient pas de la même manière les hommes et les femmes. Pouvez-vous nous donner un éclairage et en particulier peut-être un éclairage historique? Alors, peut-être une chose à dire un peu forte dès le départ, qui est que les choses ont quand même beaucoup changé et que les choses ont évolué très favorablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde des métadonnées à l'échelle internationale, on a parité entre hommes et femmes dans la participation aux essais cliniques. Ça, c'est important de le préciser pour être sur des chiffres contemporains, tout en précisant aussi qu'il y a des situations qui sont très contrastées. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation des femmes dans certains domaines de la recherche clinique, par exemple. 76% des participants à des études dans le domaine de l'ophtalmologie sont des femmes. Bon, voilà. Pourtant, je pense qu'on pourra convenir les unes et les autres ensemble que les yeux sont des organes qui sont assez bien, comment dirais-je, également distribués entre les hommes et les femmes. Bon, voilà, il y a une curiosité là. Alors qu'à l'inverse, par exemple, vous n'avez pas du tout de femmes impliquées dans les études cliniques qui concernent ce que je vais appeler les produits de contraste. Vous savez, ces produits qu'on vous injecte quand on vous fait une imagerie à des fins thérapeutiques. Donc, il y a des choses qui ne s'expliquent pas bien, il y a des curiosités aujourd'hui dans les chiffres contemporains, mais globalement, on va dire, on est dans une situation de parité. Ça n'a longtemps pas été le cas, donc ça c'est la précision de nature historique. Ça n'a longtemps pas été le cas pour essentiellement 3 raisons. La première, c'est qu'on a longtemps redouté d'exposer les femmes à des molécules pharmaceutiques au motif qu'elles pouvaient être enceintes. Il y a aussi tout un discours, ça c'est la deuxième série de raisons, il y a aussi tout un discours sur le fait qu'étudier un organisme féminin, c'est plus compliqué qu'étudier un organisme masculin. Parce que, comme vous le savez, les femmes, quand elles sont dans leur période féconde, elles ont des cycles menstruels et que donc ces cycles hormonaux induisaient un biais ou pouvaient perturber le bon déploiement de l'étude. Et donc, on a aussi beaucoup exclu les femmes pour ce motif-là. Et puis, il y a un troisième motif qui est que introduire des femmes
dans les recherches cliniques ou dans les recherches pharmaceutiques, ça augmente le coût des études. Parce qu'en fait, généralement, quand on introduit des femmes, en fait, on a déjà son panel de participants et de participantes, on augmente le nombre de femmes, mais on ne diminue pas le nombre d'hommes. Donc, de manière globale, ça augmente le nombre de participants, voilà, donc ça augmente le coût, sans compter le fait que ça requiert des assurances spécifiques, notamment en lien avec le risque pour les grossesses que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a aussi un argument économique. Sauf que, évidemment, il y a un problème, puisque il ne vous aura pas échappé que les femmes peuvent tomber malades, peuvent avoir besoin de médicaments. Et donc, du coup, à certains égards, on a pu, par exemple, faute de recherche véritable, par exemple, pour ce qui est des dosages pharmaceutiques, considérer qu'on allait juste revoir les dosages à la baisse pour les femmes au motif qu'elles sont généralement plus petites et moins lourdes que les hommes. Mais évidemment, ça, c'est comment dirais-je, des déductions un petit peu rapides parce que entre hommes et femmes, il y a bien plus qu'une différence de taille ou de poids. Il y a aussi des différences qui sont liées au fonctionnement de l'organisme et notamment au métabolisme. On sait que certaines molécules ne sont pas métabolisées de la même manière par le foie des femmes et par le foie des hommes. On évoquait tout à l'heure la question de l'alcool, c'est notamment le cas. Les femmes métabolisent l'alcool plus vite que les hommes, ce qui explique qu'elles soient plus sensibles à la prise d'alcool et qu'elles se sentent ivres plus vite, par exemple. Bon. Donc, cette absence de femmes dans les études en biomédecine pendant longtemps a conduit à avoir des savoirs biaisés ou stéréotypés et dans tous les cas défavorables pour elles du point de vue de leur santé. Dans la préparation, vous nous parliez d'androcentrisme. Oui. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est quelque chose un peu différent? Non, c'est exactement cette idée-là. C'est-à-dire l'androcentrisme, c'est l'idée selon laquelle les savoirs sont produits par et pour, andros en grec, c'est des hommes. Et ça, effectivement, ça repose sur des constats historiques, j'allais dire, de longue durée. Pendant très longtemps, les savoirs médicaux et l'exercice de la médecine sont réservés aux hommes. Dans notre pays plus particulièrement. Parce que pendant très longtemps, on considère que les femmes n'ont pas un cerveau fait pour les études supérieures, et sans compter qu'évidemment, les normes sociales en termes de pudeur et de sensibilité féminine interdisent que des femmes s'intéressent au corps, y compris le leur d'ailleurs, hein, y compris le leur. Il y aurait beaucoup à dire sur, comment dirais-je, la bataille un peu séculaire qui se joue au chevet des parturientes entre les sages-femmes et les médecins qui ne sont pas encore tout à fait des obstétriciens, mais ça, c'est presque un autre sujet. Mais oui, l'androcentrisme, c'est ça, c'est le fait de prendre pour sujet d'étude des hommes au sens des individus mâles de l'espèce humaine, voilà, pour donner une définition un peu biologique de la chose, et de faire comme si, finalement, ils résumaient à eux seuls l'ensemble de l'espèce humaine. Or, on sait bien que ça n'est pas le cas. Et ça conduit à négliger les spécificités féminines. Voilà. Ça invisibilise aussi certaines spécificités masculines, par ailleurs. Hein. Ce n'est pas seulement défavorable aux femmes. Et puis, ça conduit à avoir voilà, des savoirs qu'on dit biaisés, quoi, centrés sur l'homme. Pour donner un seul exemple qui commence à être un peu connu, les symptômes de la crise cardiaque, qui sont très bien décrits et bien appris en cours de cardiologie en médecine, sont en fait des symptômes qui sont les symptômes présentés généralement par des patients, au sens des hommes. Une femme sur deux qui fait une crise cardiaque présente ce qu'on appelle des symptômes atypiques. Si je calcule les choses un peu vite, la moitié des patients qui font une crise cardiaque présentent des symptômes atypiques. Ça nous fait quand même un quart de la symptomatologie. Ce n'est pas complètement anecdotique. Or, ces symptômes-là, ils ne sont pas toujours très bien enseignés en cardiologie parce que le modèle de l'humanité, c'est l'homme avec un petit H. Justement, si on s'occupait davantage de la santé des femmes, eh bien, vous démontrez que ça profiterait aussi aux hommes. Alors, comme ça peut sembler paradoxal à notre audience, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Parce qu'on peut parfois avoir le sentiment, donc on va l'évoquer, ce sentiment-là,
d'une forme de revendication un peu concurrentielle, comme si vouloir défendre la santé des femmes, c'était forcément contre la santé des hommes. Je le dis, du coup, j'en profite puisque vous me tendez la perche. De manière générale, je suis convaincue, et je pense qu'on pourrait en donner de très très nombreux exemples, que œuvrer pour la promotion des droits des femmes, c'est en réalité promouvoir une société plus juste et plus égalitaire dont les hommes aussi sont bénéficiaires. On pourrait peut-être multiplier les exemples, mais pour rester sur un exemple, on va dire social, je crois que la lutte pour l'accès des femmes à la contraception a aussi changé la vie sexuelle des hommes, par exemple, et certainement pour le meilleur, parce que je ne peux pas croire que l'angoisse d'une grossesse non désirée n'était qu'un problème féminin, et je veux croire que pour beaucoup de couples, cette angoisse était partagée. Donc voilà, pour donner un exemple qui nous éloigne un peu des questions de santé, mais je tiens beaucoup à cette perspective-là, et notamment sur les stéréotypes de genre, pour utiliser la terminologie consacrée, et sur ce que ça produit dans la façon dont on imagine les maladies et dont aussi on les soigne. Ben, j'essaye de montrer, mais je montre après d'autres, hein, parce que ça a été largement démontré par des chercheurs et des chercheuses dans d'autres cadres que dans le cadre de mon université, que l'existence de ces stéréotypes qui sont préjudiciables aux femmes. J'évoquais la question de la maladie cardiovasculaire. On n'imagine pas que les femmes puissent faire des crises cardiaques. Donc, par exemple, elles attendent plus longtemps que les hommes aux urgences quand elles présentent des symptômes qui sont pourtant tout à fait évocateurs d'une crise cardiaque. Eh bien, ce mécanisme-là, il fonctionne aussi en défaveur des hommes. Il y a des maladies qui sont réputées féminines et qui, du coup, ne sont pas du tout diagnostiquées ou tardivement diagnostiquées chez les hommes, avec, du coup, un préjudice pour leur santé qui est important. C'est le cas de l'ostéoporose. Voilà, l'ostéoporose dont on dit beaucoup, et moi j'ai toujours entendu dire que c'était une maladie de femmes ménopausées. Et en fait, pas du tout. Il se trouve qu'il y a aussi des hommes qui présentent des ostéoporoses, sauf que les fractures du sujet âgé quand c'est un homme, elles sont plus volontiers imputées à des comportements de casse-cou. Alors chez des papis de 85 ans, ça peut faire sourire, mais quand même, c'est là qu'on voit la force de ces stéréotypes. Plutôt qu'à une destruction de la masse osseuse qui pourtant ben, pourrait se voir enrayée assez efficacement. Donc voilà. Dans l'introduction, il y a un chiffre qui nous a marqué, et dans les recherches qu'on a faites pour cette matinée, c'est que 40% des conditions de la santé, santé définie comme l'OMS, incombent aux facteurs sociaux et économiques. Et vous mentionnez différents exemples dans votre livre. Pouvez-vous nous en dire plus? Dans le domaine dans lequel je travaille, les déterminants sociaux de la santé. Et effectivement, en dépit du fait qu'on a aujourd'hui une définition très vaste de ce que c'est que la santé, puisque vous évoquez l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé dit que la santé, c'est un état de complet bien-être bio-psycho-social. Donc on voit bien qu'il y a 3 sphères, hein, que tout ça n'est pas qu'une histoire de corps. On est quand même toujours un peu tributaire d'une autre idée préconçue, hein, pour la peine, d'un autre stéréotype, qui est que eh bien, en matière de santé, l'essentiel, on va dire, est affaire de constitution. Il y a des gens qui ont une constitution solide, un patrimoine peut-être génétique favorable, et d'autres qui ont une constitution moins solide. Effectivement, aujourd'hui, on sait que c'est bien sûr une composante de la santé, hein, ce que je vais appeler de manière un peu vulgarisée la constitution, mais qu'il y a bien d'autres choses, et que peut-être on peut le mettre en avant, le facteur déterminant de la santé au regard, par exemple, de l'espérance de vie, c'est le fait d'être riche ou d'être pauvre. La classe sociale est déterminante, même, et on va le dire là, peut-être même encore plus que le fait d'être un homme ou d'être une femme. Parce que quand on compare les espérances de vie d'hommes et de femmes cadres avec les espérances de vie d'hommes et de femmes qui appartiennent à la classe ouvrière, on constate que effectivement, dans cette seconde catégorie moins favorisée, la mortalité est bien plus précoce. Et ça, je trouve que c'est peut-être effectivement quelque chose d'assez frappant. Alors, les déterminants sociaux de santé, quand on les utilise pour réfléchir sur les questions de femmes et d'hommes,
et c'est peut-être ça qui, je trouve peut-être, on va dire, le plus intéressant. Ils permettent de mobiliser deux concepts différents pour réfléchir en santé. Le concept de sexe d'une part, et puis l'autre concept auquel je tiens beaucoup, qui est le concept de genre. Quand je disais tout à l'heure, ce qui fait que vous êtes en bonne ou en mauvaise santé, c'est pour partie votre constitution, votre patrimoine génétique, le fonctionnement de votre corps, on va dire les choses comme ça. Ça, c'est ce qui relève du sexe. Et il y a des facteurs, effectivement, qui sont favorables ou défavorables pour des raisons physiologiques. Par exemple, les femmes ont longtemps été considérées comme moins susceptibles que les hommes d'avoir des maladies cardiovasculaires au motif qu'elles ont des sécrétions d'hormones, les œstrogènes, et les œstrogènes jouent un rôle cardioprotecteur. Ça, c'est du sexe, et ça n'a pas grand-chose à voir avec les conditions sociales d'existence. Bon. Mais le chiffre que vous évoquez est important. L'essentiel de la santé, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est conditionné par des choses qui ne sont pas de l'ordre de la physiologie, mais conditionné par ce que j'appelle les conditions sociales d'existence. Et là, ce n'est pas le concept de sexe qu'il faut mobiliser, c'est le concept de genre. Alors, le genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon qu'on est un homme ou une femme, on ne vit pas les mêmes expériences sociales au cours de sa vie. Donc, tout ça, ça constitue une surexposition des femmes à la précarité qui permet de comprendre que du même coup, elles sont mises dans des situations sociales et économiques qui sont défavorables forcément du point de vue de leur santé. Et puis la dernière chose, je crois, à souligner, c'est l'exposition des femmes aux violences intrafamiliales, on dit parfois aussi violences domestiques, mais aux violences de manière générale, parce que la sphère domestique est une sphère à laquelle on pense souvent, mais on évoque moins souvent les violences auxquelles les femmes sont subies, par exemple, dans la sphère publique. Aujourd'hui, on commence un peu à parler du harcèlement de rue, on commence à parler du sexisme ordinaire ou moins ordinaire dans la sphère professionnelle. Tout ça, c'est des violences qui peuvent paraître par ailleurs être des micro-violences, bon, mais dont la quotidienneté finit par entamer de manière efficace la santé mentale des femmes. Je signale à votre attention toutes ces femmes qui sont dans des métiers d'accueil, qu'on soit au bas d'une tour de la Défense ou qu'on soit dans un accueil téléphonique dans une administration, par exemple, qui sont des femmes dont la fiche de poste indique qu'elles doivent accueillir aimablement et orienter, et qui sont très souvent confrontées à de la violence verbale qui parfois... alors moi, je pense que la violence n'est jamais légitime, je pense que l'agacement peut parfois l'être, mais la violence jamais. Bon, et qui vivent cette violence-là d'une manière très particulière, justement parce qu'elles sont des femmes, parce que c'est parce qu'elles sont des femmes qu'elles sont dans ces métiers d'accueil, mais c'est aussi parce qu'elles sont des femmes qu'il leur est interdit de réagir. Donc, elles sont juste dans une situation de vulnérabilité, d'exposition, et c'est extrêmement stressant. Et ça, par exemple, c'est une composante de la pénibilité du travail féminin qui est complètement invisibilisée et qui a un retentissement important sur la santé des femmes dans la sphère professionnelle, par exemple. Pour conclure aussi, je voudrais savoir quel message clé vous voudriez que l'audience retienne de notre entretien aujourd'hui. Pour votre dernière question, qu'est-ce que je voudrais que les gens retiennent de l'entretien qu'on a pu avoir? Je crois que je voudrais que les gens retiennent que être ou ne pas être en bonne santé, c'est le résultat de quelque chose qui est très multifactoriel. Voilà. Et que le corps, c'est un facteur déterminant. Et qu'à ce titre-là, le fait d'avoir des organes ou un corps féminin versus avoir des organes ou un corps masculin, c'est bien sûr déterminant. Mais que ce qui fait qu'on est un homme ou une femme, c'est bien d'autres choses que seulement son corps. C'est son corps, mais c'est aussi bien d'autres choses que seulement son corps. Et c'est beaucoup d'expérience sociale. C'est beaucoup d'exposition à des opportunités ou au contraire à des risques. Et que c'est ces deux aspects-là des choses qu'il faut prendre en considération pour comprendre la santé différente des hommes et des femmes. Moi, je crois que je voudrais adresser un message spécifique aux femmes, parce qu'elles sont souvent moins bien traitées, on va dire, par le système de santé. Et je crois que pour qu'elles soient mieux traitées dans le système de santé, il faut qu'elles apprennent à se connaître. Et on est parfois étonné de voir que les femmes ne se connaissent pas tant que ça, du point de vue de leur fonctionnement physique.
Il faut qu'elles apprennent à se faire confiance. C'est-à-dire que quand on arrive dans le cabinet d'un médecin et qu'on lui dit là, j'ai des douleurs menstruelles, par exemple, qui sont très augmentées par rapport à ce que je vis d'habitude. Si le médecin dit oh bah oui, non, mais moi je vous dis que c'est pas plus que d'habitude, l'experte, c'est d'abord voilà, la femme qui ressent la douleur. Donc ça, c'est la deuxième chose, se connaître et se faire confiance. Et puis la troisième chose, parce qu'aujourd'hui on a des moyens fantastiques et la rencontre d'aujourd'hui en est la preuve, si je puis dire, flagrante. Je crois qu'il faut s'informer. Et on a les moyens de s'informer. Et donc, ben voilà, en s'informant, on œuvre pour avoir une meilleure santé à titre individuel. Merci infiniment, Muriel Salles, de votre éclairage, c'était passionnant. Je rappelle votre livre coécrit avec Catherine Vidal, Femmes et santé, encore une affaire d'homme, édition Égal à Égal au Laboratoire de l'égalité, et le magazine Femmes ici et ailleurs, dans lequel vous écrivez dans la rubrique santé. Continuez à s'informer, c'est ce que nous vous proposons dans la suite de notre agenda. Alors, concilier vie familiale et vie professionnelle est un sujet délicat. Alors Nathalie, d'après toi, quel pourcentage d'hommes déclarent que la paternité a un impact sur leur vie professionnelle? Je dirais peu d'hommes et beaucoup de femmes. Alors oui, en effet, d'après l'INSEE, chez les cadres, seulement 33% des hommes versus 56% des femmes déclarent que l'arrivée d'un enfant a un véritable impact sur leur vie professionnelle. Et tous les cadres, hommes et femmes, se plaignent de la longueur de la journée de travail. Alors chez IBM, où les hommes peuvent prendre 20 jours de congé paternité financés à 100% au lieu de 14 jours légaux, on constate que seulement la moitié de ces jours sont consommés. Quel dommage, parce que plus les hommes se consacrent à leur enfant dans les débuts de sa vie, mieux le partage des tâches se fait. Alors messieurs, profitez-en. Alors, et la contraception, masculine ou féminine? Quelle est la répartition d'après toi, Nicolas? Je dirais du 50-50. Alors au planning familial, seulement 1% des consultations concernent la contraception masculine. C'est très peu, même si c'est 3 fois plus qu'en 2018. Et 1% des hommes optent pour la vasectomie en France, alors qu'en Angleterre, on est plutôt à 20%. Il existe aussi d'autres solutions à découvrir, comme la contraception thermique ou hormonale, mais encore beaucoup trop peu répandue en France. Alors chez les femmes, la pilule reste le moyen de contraception le plus utilisé pour un tiers des femmes, même si ça diminue beaucoup. Et ce recul se fait au profit du stérilet pour un quart des femmes, du préservatif et de l'implant. Il est important de choisir sa contraception à deux, de bien se renseigner pour faire un choix en fonction de sa situation, de sa santé et de son mode de vie. Alors parlons PMA. Nathalie, est-ce que tu sais combien de tentatives de PMA aboutissent? La moitié aboutissent. Alors seulement 16% des tentatives de PMA aboutissent. Et un enfant sur 30 né en France provient d'une assistance médicale à la procréation. La PMA est un véritable parcours du combattant, un processus qui est long et douloureux, physiquement et moralement. Les femmes doivent se rendre à l'hôpital tous les 2 jours, pendant 10 jours par mois, plus 1 fois par trimestre pour une ponction sous anesthésie. La vie professionnelle en est forcément affectée, vu le peu de flexibilité possible pour les rendez-vous. Donc la compréhension de l'environnement est nécessaire à la réussite de ce projet très courageux. Nous avons peut-être des collègues qui vivent ce processus, alors soyons vigilants. Et la ménopause, Justine, ça concerne qui d'après toi? Je dirais comme au loto, 100% des femmes un jour. Alors en effet, en France, plus de 11,5 millions de femmes sont ménopausées, majoritairement entre 45 et 55 ans, parfois plus tard. L'arrêt de production des oestrogènes peut avoir des conséquences variables d'une femme à l'autre, mais ça nécessite un sérieux suivi cardiovasculaire, osseux et gynécologique. Le corps se transforme, la peau, les cheveux, la morphologie, les humeurs et les bouffées de chaleur. Alors un traitement hormonal de substitution peut aider à passer cette période pour 15% des femmes, mais c'est absolument à voir avec son médecin. C'est aussi une période pendant laquelle il est essentiel de prendre soin de soi, de revoir son alimentation et de se bouger. Et puis aussi de se documenter sur le sujet, parce que nous ne sommes pas seuls. Claire, d'après toi, les maladies cardiovasculaires affectent-elles autant les hommes que les femmes?
Je dirais que les maladies cardiovasculaires sont plutôt une affaire d'hommes. Et la Claire, détrompe-toi. Contrairement aux idées reçues, ce sont bien les femmes, avec 54% des victimes qui sont les plus menacées. Ces maladies représentent la première cause de leur mortalité, avec une femme sur 3, quand elles sont une femme sur 27 à être touchée par un cancer du sein. Plus préoccupant encore, on observe une forte progression du nombre d'infarctus chez les jeunes femmes entre 45 et 54 ans. Ces chiffres sont un défi à relever. Comment? En prenant soin de nous, toujours et encore en pratiquant une activité régulière, en mangeant plus équilibré, mais également en songeant à arrêter certaines de nos habitudes addictives. À notre échelle, partageons les bonnes pratiques et encourageons-nous à bouger davantage. Exercice à l'appui, savez-vous où se trouve le défibrillateur le plus proche de vous au bureau? Vous avez quelques secondes pour nous répondre dans le chat. Vous aiderez peut-être vos collègues à sauver une vie en partageant l'info. Nicolas, saurais-tu me dire s'il y a un âge critique plus propice au burn-out? Si je regarde autour de moi, je dirais plutôt la quarantaine. Mauvaise pioche. Nos recherches nous ont amenés à découvrir que les jeunes hommes sont plus à risque d'épuisement professionnel au début de leur vie active. Et ce risque faiblit jusqu'aux alentours de 30 ans. Par contre, chez les femmes, ces symptômes s'accroissent de 20 à 35 ans, puis s'atténuent jusque vers la cinquantaine, après quoi ils s'amplifient à partir de 55 ans, ce qui pourrait découler d'une double pression, soit celle d'être performante au travail et celle de devoir venir en aide à un parent âgé en parallèle. À noter qu'il n'existe pas d'échelle officielle pour mesurer le burn-out chez les salariés. Notons qu'en termes d'échelle, le stade du burn-out, qui est un état ultime, est précédé d'autres stades, pouvant, s'ils sont ignorés, mener à l'épuisement professionnel. Rappelons les gestes essentiels qui doivent rythmer notre quotidien, nous accorder des pauses régulièrement, profiter de nos loisirs et de toute autre activité pour nous changer des idées, socialiser et nous autoriser le droit à la déconnexion. Nous espérons que cette matinée vous aura permis de déconnecter de votre quotidien. Les violences conjugales font l'objet d'une actualité quasi quotidienne dans les médias, les services de police semblant davantage formés et sensibilisés pour accueillir les victimes. D'après toi, Justine, combien de victimes ouvrent réellement à la gendarmerie? 28%, 43% ou 82%? Ah, je dirais 82%. Alors non, seulement 28% des femmes vont à la gendarmerie. Un peu plus de la moitié portera plainte. Et les recours sont encore plus rares quand l'agression commise par le conjoint a été un rapport sexuel ou des attouchements forcés. Pour 16% des victimes, un médecin a dû délivrer un certificat d'incapacité totale de travail. L'ensemble des femmes victimes de violences conjugales qui se sont déplacées à la police ont également parlé de ces actes à des amis, des collègues ou des proches. Une grande partie d'entre elles ont appelé un numéro vert qui sera en général le moyen pour amorcer un début de solution. Vous pouvez le faire également si vous êtes témoin de ces violences et que vous avez envie d'aider cette personne. Le 3919 peut également sauver des vies. À noter que la possibilité de dépôt de plainte en ligne est en train de se développer. Nicolas, si je te dis « j'ai mal là », tu penses à quoi? Et ne me dis pas que c'est normal, j'ai mes ragnagnas, ça va passer. C'est une torsion testiculaire. Si j'ai des testicules, effectivement, ça pourrait être ça. Ce sujet est tabou, alors que la torsion testiculaire, c'est un problème mécanique dû à une anomalie qui apparaît pendant le développement du fœtus. C'est un entortillement du cordon qui irrigue le testicule, donc le sang ne circule plus. Retenez qu'une torsion testiculaire nécessite une intervention chirurgicale dans les 6 heures. Donc toute douleur aiguë brutale de la bourse est une urgence. Bon, par contre, si j'ai un utérus entre des ménométrorragies ou une endométriose, les deux ayant un impact majeur sur la qualité de vie des personnes atteintes, la palme de la douleur revient à l'endométriose. C'est une maladie gynécologique fréquente puisqu'elle touche plus de 10% des femmes. Aujourd'hui, l'endométriose est diagnostiquée souvent par hasard, avec un retard moyen de 7 années, durant lesquelles elle a eu le temps de causer des dommages notables à différents organes et, dans certains cas, une infertilité. Donc, j'ai mal là, je consulte. Parlons maintenant du papillomavirus. Nicolas, pour toi, c'est quoi? C'est un virus de fille? Eh bien non. Initialement focalisé effectivement sur le cancer du col de l'utérus, les recherches sur les conséquences des infections à papillomavirus se sont peu à peu élargies à d'autres localisations, pouvant toucher les femmes ou les hommes. La responsabilité, par exemple, des papillomavirus oncogènes dans la genèse des cancers est de 80% pour les cancers de l'anus.
L'arrivée de la vaccination en 2006 a changé la donne, hein. Elle s'accompagne d'une réduction considérable de l'ordre de 80 à 90% de la prévalence des infections sur différents sites et participe donc à stopper la transmission. Donc, entre 11 ans et 14 ans pour les filles et pour les garçons, je me vaccine avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans révolus. Donc, pour stopper cette épidémie, nous avons tous un rôle à jouer. Nicolas, quel est d'après toi le risque de développer un cancer au cours de ta vie? Je dirais une chance sur 10. En fait, non. La bonne réponse, c'est une femme sur 4 et un homme sur 3 risquent de développer un cancer au cours de leur vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que 40% des cancers pourraient être évités si nous adoptions un mode de vie plus sain, afin d'éviter le surpoids et l'obésité. Par exemple, faire du sport comme nous aujourd'hui et manger équilibré. Il faut aussi éviter une surexposition aux UV et il faut savoir que la consommation régulière de tabac et de l'alcool sont des facteurs de risque pour pas mal de cancers. Le risque, par contre, de mourir pour les hommes d'un cancer est plus élevé que pour des femmes. On peut dire que c'est dû à le style de vie, principalement, mais c'est pas que ça. Et la recherche médicale se penche aujourd'hui sur les différences biologiques entre les femmes et les hommes. Quels sont les cancers les plus fréquents chez les femmes et chez les hommes? Je dirais, chez les femmes, c'est le cancer du sein, et chez les hommes, le cancer du prostate. Oui, tout à fait. Tu as raison, c'est bien le cancer du sein pour les femmes, et malheureusement, ça reste aussi le plus meurtrier. Il faut savoir que 80% des cancers du sein se développent après l'âge de 50 ans. La bonne nouvelle, c'est que certainement grâce aux campagnes nationales de dépistage et aux recherches sur le sujet, les chiffres de décès de ce cancer sont en train de chuter et que maintenant on a un taux de survie de 86%. Pour les hommes, tu avais vu juste aussi, le cancer de la prostate est effectivement le plus fréquent, mais c'est finalement le cancer du poumon qui reste le plus meurtrier pour les hommes. Les deux autres cancers les plus fréquents pour les femmes sont les cancers colorectaux et le cancer du poumon. Le nombre de cancers du poumon est plus bas chez les femmes que chez les hommes, mais le problème c'est qu'il est en train d'augmenter. Il faut noter que 80% des cancers du poumon sont provoqués par le tabagisme, même passif. Est-ce que les femmes ne seraient pas en train d'adopter un mode de vie à risque qu'on associait auparavant aux hommes? Donc Nicolas, d'après toi, quels sont les cancers que nous pouvons dépister en amont? Le cancer colorectal et le cancer du sein? Oui, effectivement, il y a des campagnes nationales de dépistage pour le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus. J'ai trouvé un super site qui explique bien tout ça. Donc, pour faire un petit résumé, pour les femmes à partir de 25 ans, il est recommandé de faire un dépistage régulier de cancer de col de l'utérus, même si vous êtes vacciné contre le papillomavirus, et de faire un examen du sein tous les ans. Et à partir de 50 ans, il faut ajouter le dépistage du cancer du sein via mammographie tous les 2 ans. Et pour les femmes et les hommes, le test de cancer colorectal tous les 2 ans. Et c'est important aussi de surveiller sa peau pour les grains de beauté et les taches de rousseur anormales. Et le site explique très bien cela. Justine, connais-tu Movember? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est un groupe qui t'aide à déménager en novembre? Eh non, Movember s'intéresse à la santé au masculin, en couvrant 3 types de problèmes: le suicide, le cancer de la prostate et le cancer du testicule. Et parce que l'état de santé des hommes est aussi en crise. En d'autres termes, les hommes meurent trop jeunes. D'ailleurs, les hommes meurent 6 ans plus tôt que les femmes. Au même titre que nous avons l'Octobre Rose pour inciter les femmes à se faire dépister, on a le Movember pour inciter les hommes à se faire dépister. Selon toi, Movember, ça vient d'où? Est-ce que ça viendrait pas de l'abréviation MO pour moustache qu'on utilise en Australie? Oui, c'est bien ça, tu m'impressionnes. Le principe est simple. Movember se base sur des challenges à faire durant le mois de novembre, en engageant des associations, des villes, des entreprises ou des personnes à faire des challenges sportifs en ayant en clin d'œil visuel une moustache. Donc pour ma part, j'ai opté pour un challenge sportif et aussi de me laisser pousser la moustache. On ouvre une page et on peut permettre aux gens de donner pour Movember.
Plus sérieusement, Movember se distingue par sa singularité d'être un mouvement mondial et qui, du coup, rassemble les meilleurs experts du monde pour collaborer à l'élaboration de solutions qui changeront radicalement la façon dont les hommes sont traités aujourd'hui. Que ce soit pour nos meringues ou nos petits choux, c'est toujours le même rituel avec les filles. On doit toutes mettre la main à la pâte. C'est pour leur faire comprendre qu'il faut être très vigilante. Parfois, ce n'est pas de la tarte. Pourtant, pas besoin de faire sa religieuse pour se rendre compte que c'est très fragile. C'est pourquoi il est essentiel d'inspecter le plus souvent possible nos créations pour être sûr qu'elles soient bien au top. Bon, il y a des filles qui sont plutôt petites chouquettes et d'autres grosses brioches, ça, ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'il n'y ait jamais de grumeaux. Alors on prend bien le tout en main et on malaxe longuement pour être sûr de ne pas constater d'imperfections en surface. Parce que le moindre petit grumeau, et ça peut être le drame. Les filles, prenez soin de vos chouquettes, ça serait vraiment trop bête. Le cancer du sein peut surgir en un éclair. Pensez à bien inspecter régulièrement votre poitrine. En cas de doute, consultez votre médecin traitant. Eh bien, après ce moment plutôt rafraîchissant sur comment prendre soin de soi en faisant son autopalpation, j'ai Juditha, qui est chef de projet chez BMI dans la practice SAP. Elle travaille actuellement pour le client Royal Canin, ce qui l'amène à se déplacer, notamment au Mexique. Cela lui va bien car elle adore voyager. Sa collection de drapeaux nous le confirme. Quand elle ne voyage pas, elle s'adonne à de multiples disciplines, dont la compétition de chevaux, le snowboard avec son jeune fiston, mais aussi la natation et le yoga. Juditha est née à Prague et vit en France, près de Chalon-sur-Saône. Je suis ravie de pouvoir lui offrir l'opportunité de partager son expérience de femme suite à la découverte de son cancer du sein début 2020. Bonjour Juditha, peux-tu nous raconter les circonstances dans lesquelles tu apprends ce cancer? Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai appris à peu près 2 années, ça va faire bientôt mon anniversaire, 2 années, lors de mon anniversaire, que quelque chose n'allait pas avec mon corps. Mon corps m'a fait bien savoir qu'on est tombé en panne. Ça n'avait rien à voir avec la pâtisserie, malheureusement, c'était des écoulements noirs qui sortaient de mes seins. Donc, je suis partie en urgence chez un obstétricien qui a déclenché tous les processus de test. Mais surtout, ce qui était important, c'est de voir sur le visage de mon médecin qu'effectivement, on n'était pas dans une partie anodine, c'était quelque chose de grave. Et, bon, tant qu'on n'a pas tout testé, on ne pouvait pas savoir, mais il était clair que ça ne fonctionnait pas comme il fallait. Alors Juditha, nous sommes en pleine crise sanitaire, tu es chef de projet chez IBM Interactive, tu sais que tu vas être absente 2 mois pour ton opération. Comment abordes-tu cela professionnellement et comment cela se passe-t-il? Dans les circonstances actuelles, dans le malheur de notre crise sanitaire, j'ai la chance dans la malchance, ou je ne sais pas comment dire. Effectivement, j'apprends que j'ai le cancer, qu'il faut que je sois opérée. Je commence à planifier l'opération, je commence à me parler beaucoup au travail. Et je me retrouve, comme la plupart de tous nos consultants, clouée à la maison avec le premier confinement. Donc, moi, j'étais sur le projet Air France KLM qui était subitement coupé, mais coupé, arrêté complètement, ce qui m'a permis de suivre mon opération dans les délais qui ont été prévus, même si c'était avec beaucoup de retard entre le décembre et le mois de mai. Ça fait quand même long, mais ce n'était pas la priorité sanitaire. C'est quelque chose qui n'est pas vital, donc on pouvait reporter. Donc voilà, ma préparation sur le projet était assez simple d'abord d'en parler, d'essayer de le planifier. Quand j'ai essayé de le planifier, je me suis retrouvée Covid, arrêt sur le projet, donc avec la possibilité de le faire tranquillement sans être stressé. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour traverser cette période? Je pense que le plus grand soutien était finalement du côté de travail. Le fait que j'ai pu en parler à mes collègues, que je n'étais pas timide, que je me suis lancée à en parler, tout simplement. Écoutez, je vais être absente, j'ai un cancer de sang, c'était découvert il y a quelques mois. Excusez-moi, je ne pourrai pas être là tout le temps, donc il faut prévoir comment on fait un backup pendant cette période. Donc ça, c'était une grande partie. Mais clairement, ce qui m'a aidé le plus, je suis une bête de travail. Et quand je m'enferme pour travailler, quand je tape dans du vif,
je n'ai pas le temps de penser à des choses qui sont secondaires. Donc, secondaire, c'est bêtement dit parce que ça devrait être le primaire, mais ça m'a permis de ne pas être focalisée sur ma santé. Donc, quand je travaillais pour de vrai. Je me déplaçais à Amsterdam à l'époque, à Paris. Être beaucoup avec les collègues, les clients, ça m'a fait oublier. Donc, c'est pas, ça m'a aidé à traverser, ça m'a fait oublier. C'était les instants où je me sentais tout à fait normale. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris sur toi et que recommanderais-tu à notre audience ce matin avec du recul sur cette période de ta vie? De ne pas faire comme moi. C'est bien d'en parler, mais il faut surtout en parler à la famille. Il faut partager ça avec vos proches. Il ne faut pas essayer de les mettre. Moi, j'ai mis les miens un peu à l'écart. Je voulais les protéger, entre guillemets, de ce qui m'arrive. Et je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et il faut partager avec les amis, il faut partager avec les parents, il faut partager avec les enfants pour que tout le monde comprenne. Ce n'est pas quelque chose qui soit, comment dire, il y a 30 ans, c'était un gros malheur parce qu'on n'avait pas la capacité de gérer, de soigner et de s'occuper des femmes. La médecine, elle est à 1000 lieues plus loin. On peut faire plein de choses. Les protocoles sont extrêmement précieux, clairs. Parlez-en, déchargez-vous sur les autres, ne le portez pas toute seule. Au moment où tu dois enclencher ce protocole, tu rentres finalement en contact avec ce monde de l'hôpital. Qu'est-ce que tu en retiens en fait au moment où tout ça démarre? Tout d'abord, j'étais impressionnée par la capacité des personnes qui s'occupaient de nous, d'avoir la contenance de switcher entre les personnes, leur façon d'appréhender la maladie. Moi, je suis un peu, comment on peut dire, un bulldozer. Voilà, il y a très peu de choses qui m'écrasent, donc j'aime pas quand on me prend par le petit gant et quand on m'explique avec oui, peut-être vous savez. Donc ils ont rapidement compris comment je fonctionnais. Donc moi j'aime bien quand je le sais en face. Il y a des personnes qui ont besoin un peu plus de diplomatie, un peu plus de cocooning. J'ai vu partir l'infirmière et le médecin dans le discours à deux personnes qui étaient le même discours mais complètement différents. Donc j'étais épatée par ça. J'étais très agréablement surprise par la façon comment nos hôpitaux qui sont spécialisés soient vraiment spécialisés et prêts à gérer tout ce genre de cancers, parce qu'il n'y a pas que le cancer de sang. Hein. Donc, quand on rentre dans un hôpital qui est spécialisé en cancer, c'est pour toutes sortes de cancers. Comment ils arrivent à nous faire rire pendant IRM? Est-ce qu'on peut ronfler? Est-ce qu'on a le droit de ronfler? Est-ce qu'on peut avoir du rock dans les écouteurs? Hein? Personnellement, c'était très agréable. Je me sentais oppressée les premières deux rendez-vous parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais finalement, quand j'allais à l'hôpital pour faire les tests, pour faire la préparation de l'opération et tout ça, je l'aimais bien parce que je me sentais normale là-bas. Est-ce que tu as une recommandation ou un message à faire passer à ces messieurs qui nous écoutent ce matin et qui ont peut-être leur compagne, leur femme ou quelqu'un dans leur entourage en tout cas qui vit ce cancer du sein? Je vais commencer par, messieurs, ça vous touche aussi, parce que le cancer de sang existe aussi chez les hommes. Donc, n'oubliez pas de faire un peu de pâtisserie. C'est très important. Et si vous voyez ou si vous sentez quelque chose de bizarre, surtout, ne le gardez pas pour vous. Vous partez chez un médecin. Et deuxième point qui est extrêmement important, si vous êtes dans le cas d'accompagner une des proches dans votre entourage, que ce soit votre femme, votre compagne, votre maman, parlez-en. Parlez-en, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose où, je ne sais pas, je suis quelqu'un qui n'a pas de problème de parler des choses, mais je voulais que mon mari me pose des questions, il ne l'a pas fait. Et du coup, c'est lui qui était plus perdu que moi. Il me dit, mais tu ne m'en as pas parlé. Je dis, mais si, je t'ai annoncé que j'avais un cancer. Mais à un moment donné, où il faut que toi, tu poses des questions, ce n'est pas moi qui va te déballer tout le tapis. Donc, messieurs, s'il vous plaît, portez vos dames. Soutenez vos dames et envoyez-les faire des soins pour qu'elles se sentent belles. Renvoyez-les faire du choral, tricoter, aller boire du thé avec des copines. Il ne faut surtout pas qu'elles restent enfermées avec leurs soucis au fond d'elles. D'accord? Donc, un coup de pied dans les fesses, c'est pas mal. Virtuel, hein?
c'est interdit. Puisqu'on se ouvre parce qu'on s'enferme. À ce moment-là, on s'enferme au fond de nous et on oublie tout. Merci beaucoup, Juditha, pour ton témoignage et j'espère que si des personnes ont des questions pour toi, qu'elles n'hésitent pas aussi éventuellement à revenir vers moi ou vers toi. Je crois que tu seras à l'écoute. Absolument. Si jamais quelqu'un se reconnaît dans ton témoignage et souhaiterait éventuellement te contacter pour d'autres informations. Alors, et l'entreprise dans tout ça? Pour cette dernière partie, nous allons faire un zoom sur ce qui se passe au sein d'IBM. Et laissez-moi tout d'abord vous présenter le docteur Sénécal de la médecine du travail chez IBM. Docteur Sénécal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu témoigner à notre événement Women 2021. C'est moi qui suis flattée d'être invitée. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pour vous, c'est quoi la médecine du travail? Et principalement chez IBM, bien sûr. La médecine du travail est un métier absolument formidable, que j'ai découvert un peu par hasard, et qui permet de prendre le salarié dans son entièreté. C'est-à-dire qu'on va gérer quelqu'un, un être humain, avec sa santé et ses problèmes de santé, et aussi son activité professionnelle. Et cet endroit où on est absolument unique. Vous avez des salariés qui sont malades et qui vont aller voir leur médecin de traitant ou leur médecin spécialiste qui va gérer la pathologie et qui souvent ne connaît pas le monde de l'entreprise. Et puis vous avez de l'autre côté le manager et l'entreprise au sens large qui connaît son salarié. Et nous, on est en fait à cette frontière entre ces deux milieux. Or, ces deux milieux, c'est ce qui fait la personne, et la personne, elle doit et elle souhaite continuer à travailler même si elle a des problèmes de santé. Mais parfois, il y a des aménagements à faire, il y a des adaptations à préconiser, et c'est là que tout notre rôle se met en place et qu'on a parfois des actions qui peuvent être considérables et qui peuvent aider la personne à garder son activité, mais à le faire dans des bonnes conditions. Alors, ces personnes, et j'aime beaucoup cette notion d'être humain et la beauté de votre métier, ces personnes chez IBM, sans dévoiler toute confidentialité, elles viennent vous voir pourquoi? Alors, on reçoit les salariés dans deux contextes qui sont assez différents, qui sont d'une part ce qu'on appelle les visites périodiques, qui sont obligatoires, qui sont définies légalement, qui sont soit des visites dites d'information et de prévention, qui sont faites de façon systématique dans des délais qui sont définis. Ça peut être aussi des visites de reprise, après un arrêt maladie. Ça peut être des visites de pré-reprise, qui sont très intéressantes, qui ne sont pas très connues et qui permettent en fait de préparer le retour avec le salarié qui peut revenir d'une pathologie longue ou douloureuse ou avec des séquelles. Et donc c'est très intéressant de préparer cette reprise avec lui. Il peut y avoir plusieurs visites de pré-reprise et on va ainsi, avec le manager, le RH, adapter possiblement le poste pour que la personne puisse reprendre, soit sur un poste aménagé en termes de charge de travail, de temps de travail, ça s'appelle des temps partiels thérapeutiques, ou bien d'activités autres. Voilà. Dans les autres visites réglementaires, il y a les visites en lien avec la grossesse, il y a les visites en fonction de l'âge, il y a désormais aussi une visite dite de mi-carrière qu'on nous demande de faire. Ça, c'est des visites qui sont définies légalement. Et puis, à côté de ça, il y a tout ce qu'on appelle les visites à la demande. Et alors là, le panoplie est très large. Ça peut être à la demande du salarié lui-même, ça peut être de son manager, du RH, d'un collègue ou d'une de nos collègues dans le service de santé. Et ces visites à la demande touchent en fait à tous les domaines et sont essentielles et sont souvent d'ailleurs très longues parce que ce sont des visites qui ne sont pas réglementées mais qui ouvrent un champ large d'échanges. Alors justement, on a traversé quand même une période très particulière. Comment est-ce que ça a été géré chez IBM à la médecine du travail? Il y a deux aspects. Il y a eu la gestion Covid, qui a été une grosse partie de notre activité, bien sûr. Typiquement, tout ce qui est autour de la santé, on est habitué à voir, toucher, sentir, dans tous les sens du terme, la personne. Voilà. On a un rapport au corps qui est extrêmement important. Et là, tout à coup, il a fallu s'adapter et apprendre à travailler en WebEx.
je vais être tout à fait sincère, je ne pensais pas que c'était quelque chose de possible. Je dois revenir un peu sur ma position, non pas que je pense que ce soit bien, mais le fait d'avoir pendant 18 mois travaillé en WebEx m'a montré qu'on pouvait aussi faire des choses en WebEx. Alors justement, si vous avez à vous adresser, puisque vous pouvez vous adresser aux IBMers, femmes et hommes, pourquoi est-ce qu'on viendrait vous voir? Donc, on est passé d'une dénomination qui était au départ service médical, il y a des années de ça, à service de santé au travail, et désormais, depuis cet été, on s'appelle service de prévention et de santé au travail. Donc, au-delà d'éviter toute altération de l'état de santé du travailleur, l'idée, c'est de préserver par des actions de santé publique l'état de santé pour qu'il puisse rester dans son emploi. Donc, la notion de désinsertion professionnelle est désormais extrêmement importante. Et donc, dans une entreprise comme la nôtre, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un moment où on est en surcharge, où on est en inadéquation entre son état de santé et son activité professionnelle. Ça peut être un moment où on a un doute, tout simplement. On peut venir au niveau du service de santé au travail. Soit venir voir l'assistante sociale, parce qu'aussi on a des problèmes financiers, mais dont vont découler des problèmes de santé, ou parce qu'il y a des problèmes de santé à l'origine. Tout ça est toujours lié, n'est-ce pas? On peut aussi rentrer en venant voir la psychologue, dont le numéro est disponible sur le site, site dont on va vous donner les coordonnées, ou bien en contactant les infirmières, ou bien les médecins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une équipe pluridisciplinaire, nous travaillons ensemble, nous sommes en contact tous les jours ensemble, et donc venir voir une de ces personnes permettra, s'il y a besoin, d'être orienté vers une des autres personnes du service et d'avoir une prise en charge qui sera globale. Merci pour tous ces éléments. Quel serait un petit peu le mot de la fin? Est-ce que vous aimeriez dire aux femmes et hommes d'IBM qui nous regardent aujourd'hui? Un mot, ce serait la prévention. Voilà. S'il y a un mot que j'ai envie de dire, c'est celui-là. C'est-à-dire, n'attendez pas d'être mal, d'être super mal, que votre entourage dise oh, là vraiment ça va plus, il faut aller t'arrêter, il faut aller voir le médecin. Il y a tellement de choses à faire en amont, il y a tellement de choses à faire pour prévenir une dégradation de son état de santé et de cette adéquation entre nous et notre travail, qu'on a tout notre rôle à jouer bien avant, et quand on le fait, eh ben ça marche. Merci beaucoup, Dr Sénécal. Vous êtes bien sûr présente pour répondre aux questions. Bien sûr. Il y a tellement d'autres choses à dire, mais on a un temps imparti. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le colloque singulier, comme on dit, dans la consultation. Et ces moments-là sont uniques. Vous comprendrez que je n'ai pas pu en dire plus parce que, par contre, c'est aussi très confidentiel. Et pour moi, c'est un élément qui est très important de maintenir cette confidentialité pour que la confiance soit maintenue. Merci en tout cas. Merci. Alors, je suis aujourd'hui avec Thierry Clos et Valérie Bibot, qui font partie donc du CHSS, Corporate Health and Safety at IBM France, et qui ont mis en place un programme de prévention du stress pour les salariés et managers d'IBM France. Thierry et Valérie, bonjour. 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 Pouvez-vous nous présenter comment vous fonctionnez et quelles sont vos actions? Oui, bien sûr. Donc, comme l'a dit le docteur Sénécal, le service médico-social apporte un accompagnement individuel à tous les collaborateurs. En complément, avec Valérie, nous, on accompagne les équipes. Les objectifs de nos actions, c'est agir sur le collectif de travail, faciliter le dialogue, l'expression de tous, proposer des actions pour prévenir le stress. Pour cela, nous avons 3 axes d'intervention. Le premier, l'évaluation annuelle du niveau de stress et de la perception de la charge de travail à l'aide de 2 questionnaires. Le deuxième, la conception et l'animation de sessions d'équipe. Enfin, l'animation de formations et de webinars autour du stress. Concernant les actions d'accompagnement des équipes, on les déploie soit en présentiel, soit à distance. Nous les concevons pour apporter des solutions aux besoins spécifiques d'une équipe, aux objectifs qui sont donnés par le manager demandeur. Les objectifs de ces sessions d'accompagnement, c'est d'apporter un espace de dialogue et d'échange
bienveillant, constructif, d'apporter un espace de co-construction par tous les membres de l'équipe. Nous sommes particulièrement vigilants à ce que chacune puisse s'exprimer, ses points, ses succès, ses inquiétudes, ses difficultés, ses besoins, et également que l'équipe convienne d'actions à mettre en œuvre ou à faire remonter au management pour améliorer le collectif de travail. Valérie, est-ce que tu peux nous présenter les actions de formation? Alors, concernant donc les formations sur le stress, nous les proposons en ce moment en format WebEx en attendant de pouvoir les proposer à nouveau en présentiel et en salle. Donc, pour les managers, comprendre et gérer le stress au travail. Donc, c'est un contenu qui apporte à la fois des informations et aussi permet des interactions pour permettre aux managers de comprendre l'impact des transformations sur leurs équipes et de repérer ce qu'on appelle les signaux faibles. Et dans cette session, en fait, nous permettons des échanges et aussi la découverte d'outils qui permettent aux managers d'accompagner leurs collaborateurs dans les situations difficiles. En ce qui concerne les collaborateurs, donc comprendre et gérer son stress, nous abordons les mécanismes du stress et leurs conséquences afin que chacun puisse s'occuper sans attendre, comme l'a dit le docteur Sénécal, que les choses aillent mal, s'occuper donc de ces problèmes de stress. Donc ce sont des sessions à la fois pédagogiques, interactives et pratiques pour permettre à chacun de découvrir quels sont ces signaux de stress et aussi de découvrir et de pratiquer des outils de gestion du stress. C'est aussi l'occasion de rappeler quels sont les soutiens vers qui les collaborateurs peuvent se tourner pour justement traverser ces situations parfois difficiles. Enfin, on aimerait vous dire avec Thierry que depuis le début du mois d'octobre, il existe un parcours de formation qui s'appelle Mental Health Ally, qui permet en fait de sensibiliser les collaborateurs à tout ce qui touche à la santé mentale au travail, aussi bien pour soi que pour ses collègues. Et on vous recommande vivement de suivre cette formation. Merci beaucoup Thierry, Valérie pour toutes ces informations. Donc si les IBMeurs ont des questions, ils vous contactent. Absolument. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Et prenez soin de Et vous. prenez soin de vous. Bonjour Linda, bonjour Magali. Bonjour. On est au complet. Ah non, il manque Christian. Ah, en fait, Christian, lui, ne va pas venir. Apparemment, il n'est pas bien et il n'a pas le moral. Mince. Mais est-ce qu'il sait qu'il peut aller voir la médecine du travail qui met à disposition un ensemble de spécialistes dédiés à la santé des IBMR? Écoute, je ne sais pas, mais je l'appellerai après la réunion, je lui dirai. Je suis pas sûre qu'il sache. Ok, merci Linda. Bon, on va commencer. Oh, attendez, je m'installe un peu parce que moi, depuis le télétravail intensif et tous les WebEx, j'ai mal au dos, alors je remets mon petit coussin. Voilà. Ah, bah attends, parce que tu as vu, regarde, oh, je sais pas si tu le vois, mais moi, oui. j'ai un fauteuil supersonique, un super fauteuil que j'ai pu commander avec le budget alloué par IBM. Ah oui, ça m'intéresse. Parce qu'avec toutes ces journées assises à notre poche, je commence moi aussi à avoir mal au dos. Hein. Oui, mais tu sais, c'est super facile hein, de commander, tout ce que tu as besoin, c'est d'une ordonnance. Tu vas voir ton médecin ou tu fais valider avec une infirmière de la médecine du travail ou tu vois carrément avec le médecin du pôle IBM. Et en plus, il te conseille sur les modèles ou acheter. Hein, et puis, tu fais une note de frais et tu es remboursé à hauteur de 400 €, qui est quand même un grand budget, quoi. Je vous enverrai le lien. Tu vas voir. Ah, attends. Je reçois un Slack de Christian. Il me dit qu'en fait, c'est notre collègue IBM qui n'est pas bien. C'est pas lui. Et apparemment, elle est d'accord pour qu'il nous parle.
Ah oui, elle est victime de violences conjugales en fait. Ah, c'est là, c'est grave, hein, quand on pense que c'est quand même une femme sur 10 qui est victime de violences conjugales, là, faut prendre ça très au sérieux. Oui, je ne connais pas bien Isabelle, mais il faut absolument lui apporter notre soutien. Le service médical d'IBM pourra vraiment l'aider, tant sur le plan psychologique que sur les démarches. Et puis, il faut lui suggérer aussi de se rapprocher de l'association Women at IBM et lui dire qu'elle n'est pas seule. Oui, c'est justement ce que j'ai dit à Christian et apparemment il me dit qu'elle est d'accord pour qu'on passe la voir toutes les deux tout à l'heure si tu veux bien. Ben, c'est bien les filles, si vous pouvez vous occuper de ça. C'est vrai que ces sujets-là qui concernent les femmes, c'est vraiment important. Et je trouve qu'il y a de plus en plus quand même de communication au sein d'IBM hein, sur tout ce qui concerne la santé, les aides à apporter aux femmes dans l'entreprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça bouge bien quand même. Hein. Tout à fait. Ça bouge. Par exemple, en octobre, il y a eu la journée de la ménopause chez IBM Europe. J'ai vu un module dans Your Learning, une conversation avec le docteur Louise Newson sur la ménopause. Et il y en a eu un autre qui s'appelle Self-Care Action Plan for Women. Ça bouge vraiment chez IBM. C'est nouveau quand même et ça brise des tabous. Ben oui, ben c'est comme la participation des femmes d'IBM à la course Odyssea et la semaine Pink October qui a été relayée par IBM pour la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est quand même des actions importantes dont on parle beaucoup. Oui, Linda. Et dans le même registre, Women at IBM Provence a participé à 2 reprises à une course, la Marseillaise des femmes, dont une partie des fonds est reversée à la recherche contre le cancer du sein. Ah, c'est bien hein, qu'IBM se mobilise pour la santé des femmes, hein, parce que regardez quand même pendant la crise du Covid, hein, avec les confinements, même si c'est vrai que ça a été dur pour tout le monde, les femmes étaient quand même très touchées. Et quand on parle de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, c'est quand même pas toujours facile pour elles. Hein. Et vous savez d'ailleurs qu'IBM fait énormément de choses aussi pour la prévention et la santé des IBMers. C'est ce que disait tout à l'heure le docteur Sénécal. La prévention est hyper importante pour IBM. Nous avons aussi une mutuelle qui bouge, qui s'adapte. Est-ce que vous avez remarqué que depuis le 1er juillet, justement, la mutuelle permet le remboursement de séances chez un psychologue. Il y a aussi d'autres initiatives au sein d'IBM, comme le questionnaire de gestion du stress ou encore le webinar Préserver sa santé mentale en période de changement pour que justement la santé mentale ne soit plus un tabou, y compris au travail. Oui, ouais, c'est tout à fait vrai, Magali. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant parce que ce matin, j'ai découvert une info, mais incroyable, une bombe. IBM Monde a en fait un site IBM Wellbeing Global, mais aussi par région. Et si vous saviez ce que j'ai découvert là-dedans, mais c'est incroyable. Entre autres, il y a un programme d'assistance pour les employés qui est ouvert même aux familles, c'est-à-dire les enfants, le mari peut appeler, disponible H24, 7 jours sur 7, qui offre gratuitement un support psychologique, financier, professionnel, qui est confidentiel et tu as même droit, je pense, à 6 séances de counseling gratuitement en face à face, enfin, incroyable, quoi. Incroyable, effectivement. Et je vous recommande aussi de consulter régulièrement le site de Women at IBM Worldwide. Je vous communiquerai le lien après notre réunion. Ils font des tas de choses. Ils ont une rubrique spéciale Wellness Resources sur laquelle ils donnent même des conseils de nutrition, des recettes. Et il y a aussi une rubrique qui s'adresse à vous deux, mesdames, entièrement dédiée à la ménopause. Vraiment, Merci. on aimerait que ça bouge un peu plus en France, mais la Corp est très active et je trouve d'ailleurs énormément de vidéos et d'informations très intéressantes sur ce site. Eh ben merci les filles, on apprend plein de choses avec vous en tout cas. C'est vrai que le maître mot, c'est il faut prendre soin de soi. Moi, je discutais pas plus tard qu'hier avec Nathalie Mété là, de Women Council. Ah ouais, IBM. Nathalie, on Et vous savez l'adore. qu'elle fait des séances de coaching, alors sur plein de thèmes, mais notamment pour apprendre à prendre soin de soi. Donc c'est Super. vraiment le maître mot. Bon ben allez, on s'y met quand même, on a démarré cette réunion. Allez,
Allons-y, allons-y. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin et d'avoir un petit temps de parole pour notre événement annuel. Alors tout d'abord, le choix de ce thème que je trouve extrêmement bien fait, c'est très important, c'est notre actualité et c'est bien sûr aussi au cœur de nos préoccupations. Alors tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement le docteur Muriel Salles pour son intervention que j'ai trouvée vraiment éclairante, avec quelques points saillants. Tout d'abord, s'occuper davantage de la santé des femmes bénéficie aux hommes. Car en effet, la santé est un sujet universel et pour le progrès, nous devons penser l'homme avec un grand H et non le genre. Et puis également l'importance des déterminants sociaux de la santé, donc 40%, c'est énorme, 40% sont constitués par l'éducation, l'emploi, l'environnement social, les revenus et la sécurité. J'ai certainement, comme vous aussi, été très touchée par le témoignage de Judith Morel, que j'ai trouvé très courageux. Judith a osé partager son expérience de cancer du sein dans ce cadre professionnel. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à faire bouger les lignes. Donc un grand merci Judith et encore bravo pour le courage, la leçon de vie et la résilience. Alors bien sûr, ça nous ramène à l'entreprise. L'entreprise doit permettre aux femmes qui se retrouvent dans ces situations de vulnérabilité de pouvoir continuer à travailler si elles le souhaitent et bien sûr d'adapter au mieux leur emploi, leurs horaires et les conditions de travail de façon plus générale. Et les personnes, qu'elles soient des hommes ou des femmes, qui sont touchées par des maladies de longue durée, doivent être accompagnées au mieux. Et ça, c'est vraiment notre responsabilité. L'entreprise doit pouvoir s'adapter pour faciliter le traitement, les soins et le retour au travail dans les meilleures conditions. Alors justement, le docteur Sénécal et son équipe sont là pour vous accompagner, pour vous recevoir et vous aider dans ces situations si vous y êtes confrontés. Et nous savons à quel point elles sont douloureuses. La santé, donc qu'on soit encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme, est bien sûr primordiale. Prendre soin de sa santé, c'est une priorité. D'où l'importance du message de prévention du docteur Sénécal. C'est évident. D'un autre côté, nous le savons tous, nous sommes totalement absorbés par un quotidien effréné et nous tendons à perdre un peu de vue l'essentiel. D'où l'importance de revenir vraiment sur ces priorités et clairement pour IBM, et j'en parle en mon nom personnel et professionnel bien sûr, votre sécurité, votre santé est au cœur de nos priorités et nous allons appliquer une tolérance zéro absolument sur ce sujet. Alors bien sûr, la situation que nous vivons depuis plusieurs mois, avec du télétravail renforcé, a tendance à nous rendre statiques. Donc je vous invite à bloquer des rendez-vous avec vous-même. Et vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, bloquer des rendez-vous avec vous-même pour penser à vous, pour vous occuper de vous. Là, je vais vous le dire, faites-le en bougeant, en marchant chaque jour. Donc bloquez vraiment du temps dans votre agenda. Et encore une fois, je voudrais revenir sur l'importance du sujet de l'égalité pour IBM. Nous avons toujours été précurseurs dans ce sujet, vous le savez, dans le monde, en France en particulier. Je rends hommage au travail du réseau Women at IBM France, qui est extrêmement actif, extrêmement engagé. Et quand je dis ça, je voudrais vraiment remercier chacune des personnes qui est engagée à ce point-là au quotidien. Et nous savons à quel point, justement, dans des situations comme celle que nous vivons, c'est fondamental de pouvoir compter sur une telle mobilisation, parce que le dernier chiffre très récent, c'est qu'il y a un fossé économique entre les hommes et les femmes de 257 ans dans le monde. En 2018, c'était 202 ans, donc ça veut dire que la situation a régressé. Et ce chiffre pour l'Europe du Nord, plus près de chez nous, c'est quand même 52 ans. Voilà, donc ça nous ramène aussi sur nos fondamentaux par rapport à l'action extrêmement déterminée qu'il faut avoir pour pouvoir combler ce fossé économique et puis je dirais plus généralement les écarts que nous pouvons voir. Vous savez que vous pouvez compter sur mon engagement personnel depuis de nombreuses années à travers différentes prises de parole, différentes prises de décision et puis aussi une des choses que je vous encourage à faire dans les deux sens, c'est le mentoring. Vous savez que pour ma part, j'ai plus d'une trentaine de mentees et c'est vraiment un travail bidirectionnel extrêmement enrichissant. Alors, je voudrais aussi terminer sur un message
qui pour moi a été une ouverture très intéressante. C'est l'invitation d'Elisabeth Moreno, qui est donc ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances. Elle a réuni 5 femmes dirigeantes de la tech et nous avons eu un échange très intéressant sur les actions qu'il faut prendre pour enrayer ces inégalités, en particulier au niveau de la diversité hommes-femmes. Et nous avons eu l'opportunité de partager avec elle des actions concrètes que l'on pourrait amplifier avec son aide. Voilà, donc ça c'est quand même je dirais un canal de communication et d'action qui est très intéressant. Ça m'a permis aussi de mesurer sa conviction, vraiment qui a l'air très profonde et très sincère sur le fait qu'effectivement IBM est une société très engagée en la matière. Et encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui œuvrent pour la cause. Donc ça m'amène bien sûr à remercier tous les bénévoles du réseau pour la préparation de cet événement, au-delà de ce qu'ils font dans le quotidien. Donc là, vous allez avoir le plaisir de pouvoir poursuivre avec la session de Q&A. Donc je voudrais juste rappeler que Colline Quéret est notre nouvelle responsable diversité, égalité et inclusion chez IBM, en succession de Jean-Louis Carvès. Donc je voudrais féliciter Claudine pour cette nomination et puis lui dire voilà, à quel point sa mission est importante et je sais que vous saurez la solliciter autant que nécessaire. Et puis nous aurons également Dr Muriel Salles qui a généreusement accepté de se joindre à nous ce matin. Dr Sénécal, très chère Sabine, merci encore d'être là pour nous toujours, toi-même et ton équipe. Nous aurons Juliette Macré et Hubert Payen, qui sont les exécutifs sponsors de Women at IBM, et voilà, je veux aussi remercier d'être autant mobilisés pour la cause. Et puis bien sûr Sylvaine, notre président de Women at IBM, qui ne compte pas ses heures non plus et sa motivation sur la défense des progrès en matière de diversité. Voilà, donc je voudrais terminer juste sur un message que je trouve très intéressant, que je reprends de Muriel Salles. Il faut apprendre à se connaître et à se faire confiance. C'est une très belle phrase et je vous encourage véritablement à méditer dessus. Merci.